On continue avec pourquoi Trivelin force-t-il l'ancienne maîtresse à écouter ce que dit son ancienne esclave. On voit que c'est très difficile pour Euphrosine d'entendre Cléantys la décrire et révéler tous ses défauts et la mettre en scène comme ça dans tout ce qu'il y a de pire dans son caractère, dans ses humeurs et tout ça. Évidemment, hein, Trivelin ne fait pas ça par volonté de revanche ou pour le plaisir de la faire souffrir. Il la force à voir ses défauts pour qu'elle en prenne conscience, qu'elle les admette. Hein, parce que non seulement elle doit écouter, mais à la fin, elle doit reconnaître que c'est bien son caractère, c'était la question E, et qu'elle doit prendre conscience de ses défauts pour pouvoir ensuite s'en corriger. Et c'est vrai qu'évidemment, ce passage est vraiment comique, il est quand même très drôle, puisque Cléantys caricature sa maîtresse, elle la joue, elle se moque d'elle, elle exagère sa façon d'être, de se comporter, etc. Donc c'est vrai que, enfin, c'est en tout cas, bon, vous trouvez peut-être pas ça drôle, mais en tout cas, c'est la volonté de Marivaux de rendre cette scène assez drôle. Et on voit que finalement, hein, Cléantys finit par, enfin, pardon, Euphrosine, hein, oui, du coup je m'y perds avec donc l'ancienne maîtresse, hein, finit par accepter le portrait qui est fait d'elle, et alors elles sont mises de côté pour passer justement aux deux personnages masculins. Là évidemment on va aller beaucoup plus vite puisque le but de Marivaux c'est de ne pas lasser son spectateur. S'il fait exactement la même chose une deuxième fois avec les deux personnages masculins, que ça dure aussi longtemps, forcément le spectateur va trouver ça répétitif et moins intéressant. Donc ça va beaucoup plus vite pour Harlequin et Iphicrate, parce que aussi, et on revient toujours avec cette même théorie, que comme c'est des hommes, euh, ils ont moins de défauts et on y passe plus vite. Et cela aussi est lié au personnage d'Arlequin, qui est très différent de Cléantys, parce que lui n'a pas vraiment de rancune vis-à-vis d'Iphicrate, hein, évidemment, hein, il lui reproche les coups de bâton qu'il a reçus, le fait qu'il est tout le temps à lui crier dessus, etc. Mais au fond, Harlequin, ça fait partie de son personnage, ce que vous disiez, comme c'est un personnage qui est issu de la Commedia dell'arte, il vient déjà avec son caractère déjà tout fait et on n'est pas censé le changer. C'est un personnage qui est drôle, qui est léger, spontané, qui aime rire et qui aime se moquer. Et en fait, le portrait qu'il fait de son ancien maître est surtout l'occasion de se moquer, d'en rire, mais pas du tout d'essayer de l'accabler, etc. Et donc ça va aller du coup beaucoup plus vite et on retrouve donc un peu les mêmes défauts, mais en version masculine, à savoir l'orgueil, le fait aussi qu'il il ne vit que pour l'image qu'il renvoie aux autres, donc c'est-à-dire sa vanité. Hein, s'il faut paraître provocateur, il fera son provocateur. S'il faut faire son intéressant, il fait son intéressant. S'il faut séduire, il faut séduire. Bon, ça va un peu plus vite, ça part dans tous les sens, mais ça aussi, c'est lié au personnage d'Arlequin et c'est pour être cohérent avec sa façon de s'exprimer. Et ça paraît très bizarre qu'il soit organisé alors que c'est un personnage qui part dans tous les sens. Et là aussi, l'ancien maître finit difficilement hein, par accepter les défauts et par reconnaître que ces défauts dans le portrait qu'a fait son esclave. Et donc, Trivelin, voilà, cette première étape de la thérapie passée, les laisse vivre leur vie sur l'île des esclaves. Et on arrive du coup à la scène, donc aux scènes 6 à 8, avec ce que j'appelle l'art du marivaudage. Alors pour rappel, je vous avais dit, hein, je vous ai demandé au début de la séquence de rechercher la définition de marivaudage, justement ce mot inventé à partir des pièces de Marivaux. Le marivaudage, c'est justement l'art de flirter, de séduire, d'utiliser un beau langage, un langage précieux, élégant, avec de belles images pour parler d'amour, plein de sous-entendus, mais jamais de choses explicites. Et donc c'est ce que décident forcément de faire les anciens esclaves, puisque comme je vous ai dit, les nobles n'ont un peu rien d'autre à faire de leur journée que de traîner ensemble et de se dire des belles choses. Cléantys veut essayer d'imiter ses maîtres avec Harlequin, qui lui, toujours un bon vivant et bien aimable et serviable, accepte volontiers de faire comme Cléantys. Et donc ils essayent tous les deux d'imiter leur maître.
Alors, on voit bien que là aussi, le but de Marivaux, et c'est assez intéressant d'ailleurs, hein, de se moquer de ce langage précieux et aussi un peu de se moquer de lui-même, puisque là, les anciens esclaves essayent de parler comme leur maître, mais en fait, c'est complètement ridicule et on se rend compte à quel point en fait ces belles paroles sont vides de sens et ne sont là justement que pour faire joli. Et ça ensemble beaucoup plus, ça révèle en fait toute leur vanité, toute leur superficialité, et c'est à la fois une critique et en même temps c'est ridicule et donc c'est drôle. Et on voit que du coup ça fonctionne pas du tout parce que même si Cléantis il met du sien et essaye justement de faire les choses sérieusement, Arlequin lui ne peut s'empêcher de rire, de faire n'importe quoi, et puis finalement en fait ça se conclut par le fait que il aime bien Cléantis mais il préfère quand même son ancienne maîtresse. Et il se trouve que c'est la même chose pour Cléantis, qui elle préfère aussi Iphicrate, l'ancien maître d'Arlequin. Et donc ils décident tous les deux de convaincre leur esclave actuel d'aimer, voilà, Iphicrate doit aimer Cléantis et Euphrosine doit aimer Arlequin. Alors on se concentre donc sur le dialogue entre Cléantis et son ancienne maîtresse, devenue son esclave, et voilà, ses arguments sont implacables, à savoir que en étant aimée et en aimant Arlequin, qui maintenant est un homme libre, qui est une figure de pouvoir, il est dans une bonne situation, c'est une bonne solution pour elle de sortir de l'esclavage, et si elle souffre tellement d'être une esclave, c'est assez facile, il suffit qu'elle aime Arlequin et elle sera affranchie et elle retrouvera son ancien statut. Mais on voit qu'en fait, quand Arlequin essaye de séduire Euphrosine, celle-ci est complètement désespérée et elle en appelle à la pitié d'Arlequin en lui disant, le suppliant de ne pas abuser du pouvoir qu'il a maintenant sur elle. Effectivement, ce serait facile pour Arlequin. Maintenant, c'est lui le maître, elle l'esclave. Donc il pourrait très bien justement la forcer, insister, etc. Mais on voit que Arlequin est un personnage fondamentalement bon, qu'il est insupportable pour lui de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit et encore moins à l'aimer. Et donc il ressemble à la pitié, de la pitié pour Euphrosine et accepte que effectivement, si elle n'éprouve rien pour lui, il ne la forcera pas, en tout cas à l'aimer. Ce qui nous conduit petit à petit vers le dénouement, puisqu'il doit maintenant parler avec son ancien maître pour le convaincre d'aimer Cléantis, mais là aussi, hein, ça se passe assez mal, Iphicrate refuse, fait preuve justement de colère, d'agacement, d'exaspération, parce que Arlequin a du mal à comprendre, voilà, et non, il n'arrive pas à libérer son ancien maître. Oui, il est triste pour lui, mais effectivement, on voit quand même que c'est vraiment injuste, parce que, comme le rappelle Arlequin, lui, il a été esclave toute sa vie. Toute sa vie, il a souffert, il a été méprisé, il a été humilié, il a été roué de coups à la moindre incartade. Et là, son ancien maître ne peut pas supporter une journée entière de vivre ce que lui a vécu toute sa vie. C'est un peu facile, effectivement. Et on voit ici pointer quand même dans le personnage d'Arlequin, qui même s'il est bon, pardonne vite, etc., quand même un peu de colère, et de la colère assez légitime, face à cette injustice évidente. Mais voilà, finalement, on voit, après discussion avec son maître, qu'il finit par céder et qu'il accepte de libérer son ancien maître. Et on voit bien qu'il ne le fait pas par amour, mais qu'il le fait parce que, voilà, lui, en fait, Arlequin, et c'est vraiment le personnage le plus lumineux et le plus important de cette pièce, il a un plus grand cœur qu'Iphicrate, en fait. C'est une bien meilleure personne qu'Iphicrate, parce que lui, en fait, il ne peut pas supporter d'être heureux si son ancien maître est malheureux. Et il y a cette phrase que je trouve absolument géniale, et que je pense que si tout le monde appliquait cette phrase, le monde serait quand même un endroit beaucoup plus paisible et harmonieux. C'est de se dire, je n'aurai pas le courage d'être heureux à tes dépens. Et j'aimerais que vous fassiez ce petit travail d'introspection et que vous demandiez en fait qu'est-ce qui vous rend heureux, et vous demandez si ces choses qui vous rendent heureux se font pas aux dépens, c'est-à-dire en faisant souffrir d'autres personnes, en faisant souffrir l'environnement.
Et c'est vrai que ben, ça remet en question déjà tous les biens matériels qu'on a, parce que bah ouais, on reçoit un nouvel iPhone, on est super content et on est trop heureux parce qu'il est magnifique, il fonctionne super bien et on va être super populaire au collège parce qu'on a un nouvel iPhone. Ouais, mais cet iPhone, pour le fabriquer, euh, on a dû envoyer des enfants dans des mines de cobalt en Afrique. On a dû traiter des gens comme des esclaves en Asie dans des usines immenses pour assembler les pièces détachées de ces téléphones. Euh, on a dû faire tout ça au détriment de l'environnement et de l'écologie. Et au final, on se dit, bah ouais, certes, ça me rend heureux, mais si on met ça dans la balance de tout le mal que ça peut faire à des êtres humains et à la planète, ça permet de reconsidérer un peu les choses. Et donc c'est vrai que bah voilà, Harlequin, il est dans cette dynamique-là de ça l'amusait de se moquer de son maître. Il ne le faisait pas à mal, il ne pensait pas le faire souffrir. Il faisait ça parce qu'il trouvait ça drôle, cette inversion des rôles. Mais si vraiment son maître est si malheureux que ça, si vraiment c'est une agonie pour son maître d'être un esclave, et ben non, lui il ne peut pas continuer à être heureux en sachant qu'il rend malheureux quelqu'un. Il y a cette autre phrase qui résume bien en fait les qualités d'Arlequin. Je dois avoir le cœur meilleur que toi, car il y a plus longtemps que je souffre et je sais ce que c'est que de la peine. Et donc ça montre bien que Harlequin, malgré tout ce qu'il a souffert, malgré une vie d'esclave, eh ben, c'est lui, contrairement à son maître, qui est capable de faire preuve de compassion, c'est-à-dire de partager la souffrance d'Iphicrate, peut-être parce qu'il faut soi-même avoir souffert de certaines choses pour pouvoir ensuite la reconnaître, cette souffrance, chez les autres et avoir de la pitié. Et ce qui est encore plus fort, c'est que, alors même que c'est lui qui a souffert, il est capable de pardonner et, euh, et d'être altruiste, c'est-à-dire de penser aux autres avant de penser à soi-même. En latin, alter, c'est l'autre, ego, c'est moi. D'ailleurs, il y a l'expression alter ego. Quand on trouve son alter ego, c'est-à-dire qu'on trouve quelqu'un qui nous ressemble tellement qu'on a l'impression que c'est un autre soi-même. Euh, et donc voilà, il est altruiste puisqu'il pense au bonheur des autres avant de penser à son propre bonheur. Et ça va même plus loin, il ne peut pas être heureux si les gens autour de lui sont malheureux. Et à la fin, on voit que les maîtres ont évolué puisque ils reconnaissent les souffrances qu'ils ont infligées à leurs esclaves, ils ont reconnu leurs défauts.